Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 18 mai 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers nos radios partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur l'accord de paix. L'accord de paix qui a été signé donc vendredi 15 mai, 3 jours après. Les violences persistent dans le nord du pays avec comme bilan aujourd'hui 3 morts du côté de l'armée malienne. Pour cela, nous avons 4 invités. Firoun Maïga, spécialiste des questions de sécurité. Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation du Mali et de la Reconstruction du Nord, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la CPA, Ataï Ag Mohamed est membre du MNLA qui interviendra donc par téléphone si tout va bien. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salem Diouara est à la technique. Studio Tamani. L'accord de paix est-elle donc en péril au Mali 3 jours après sa signature? Selon l'agence France Presse, les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA dominante Touareg, auraient tué 3 militaires maliens aujourd'hui à Bambara Maoudé, à 100 km au sud de Tombouctou, alors qu'ils dormaient. A confirmé donc plusieurs sources militaires, dont un militaire de la mission de l'ONU au Mali, qui a dénoncé donc une grave violation du cessez-le-feu qui met en danger donc la paix au Mali. Alors nous avons en ligne Ataï Ag Mohamed. Ataï, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Alors est-ce que vous confirmez cette information de l'AFP? Bon, personnellement, je ne suis pas le chargé de communication de la CMA. Je ne m'occupe pas directement des questions militaires, mais jusqu'ici, je ne peux pas démentir. Je ne suis pas en mesure de démentir, encore moins de confirmer. Mais je sais quand même qu'il y a eu une attaque qui a visé uniquement les postes militaires de l'armée malienne à Bambarmaudé. Ceci est une information réelle. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire au nom de la branche militaire que c'est bien la CMA. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Alors, vous êtes au courant d'une attaque donc, de l'armée malienne à Bambarmaudé. Quand a-t-elle eu lieu? Selon les sources, elle est liée à 5 h du matin, très tôt, à 5 h du matin. Et elle a visé uniquement les postes. Je pense qu'il y a des informations qui circulent. Une seconde dit qu'il y a un autre groupe qui a profité du fait que l'armée a fui les liés pour essayer de faire le pillage. Donc il y a un petit groupe aussi sur des motos, mais ça c'est parallèle, je pense, sur des motos qui ont peut-être qui sont entrés dans la ville et qui ont profité du fait que l'armée était totalement en fuite, quoi. Merci beaucoup Ataï Ag Mohamed. Restez avec nous. Ça, c'était pour le factuel. Aujourd'hui, le Mali a signé donc vendredi un accord de paix entre le gouvernement donc, et plusieurs groupes armés. Et la CPA, la coalition du peuple de l'Azawad, était présente donc à cette signature. Vous étiez également membre de la CEMA. Aujourd'hui, pourquoi avoir rejoint la table de signature? Ousmane Ag Mohamedoun, vous êtes membre du CPA. Merci. Tout d'abord, je remercie les studios Tamani pour avoir pris l'initiative d'organiser ce débat à un moment assez important et un moment historique également de notre pays, le Mali. Effectivement, la CPA a été un acteur extrêmement important dans ce processus. Je crois que l'ensemble des parties prenantes à ce processus ont été témoins des efforts consentis par la CPA, par nos modestes personnes, durant les 8 mois du processus. Donc, depuis le 1er mars, nous n'avons pas manqué de dire carrément que nous estimons depuis Alger que cet accord est un compromis, est une base sur laquelle nous pouvons aller de l'avant. Donc, en son temps, nous n'avons pas été beaucoup compris, mais nous sommes dans une situation où on a encore un peu de temps de continuer à chercher à convaincre. Donc nous avons évolué dans le sens de convaincre l'ensemble de nos collègues qu'aujourd'hui il est extrêmement important dans le contexte actuel d'aller rapidement à une situation qui favorise vraiment
la paix, qui favorise une retrouvaille, qui permettent de régler un peu les problèmes qui sont vraiment du moment et qui interpellent tout le monde. Nous avons eu le temps d'avancer là-dessus. Et à partir du 15, en tirant toutes les leçons de la période du 1er mars au 15, et tous les efforts au nom de la CPR en tant que membre de la CMA, nous avons consenti pour amener les gens toujours à faire un pas, y compris le 15 avril à Alger pour que les gens soient présents, y compris le PARAF, nous avons fait des grands efforts. Et en même temps, on avait un cap. Le cap pour nous, c'était le 15 mai. Pour nous, il n'y a aucune raison qui justifie que vraiment ces populations que nous représentons, qui sont toutes épris de paix aujourd'hui, qui sont dans une vraiment souffrance, dans un délaissement total, il n'y a pas de raison en tant que responsable des mouvements aujourd'hui, en tant que responsable des communautés, des populations tout court, il est vraiment vrai que c'est elles que nous représentons, il serait vraiment dommage vraiment qu'on ne soit pas à ces grands rendez-vous aujourd'hui pour les soulager, parce que nous sommes conscients de leur souffrance, de leurs difficultés. En même temps, nous sommes dans un contexte international qui prévoit en ce moment. Donc c'est en faisant la somme de tout cela que nous sommes arrivés à la conclusion que ces rendez-vous, nous devons être présents pour nos populations, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos régions, pour toutes les populations du Mali et aussi pour les populations de l'Azawad que nous représentons dans ces conflits. Nous pensons que cet accord règle également les problèmes des populations de l'Azawad, il règle également les problèmes du Mali dans le cadre des projets de renouveau de sa nouvelle construction, du nouveau chantier malien. Et c'est pourquoi nous avons tenu à être présents à ces rendez-vous. Merci beaucoup, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre, je rappelle que vous êtes membre de la coalition du peuple de l'Azawad qui faisait donc partie de la CMA, de la coordination des mouvements de l'Azawad. Alors, Firoun Maïga, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Aujourd'hui, 3 jours après la signature de cet accord signé entre le Mali et certains groupes armés, il y a cette attaque, 3 morts que AFP attribue donc au groupe armé de la coordination des mouvements de l'Azawad. Alors, que vaut cet accord sans la CEMA? Oui, bonjour, merci beaucoup et salut à tous les auditeurs. Je tiens d'abord à remercier mon frère qui est devant moi, Mohamed Ousmane, que je connais très bien. Nous avons fait les premiers rounds jusqu'au 5 ensemble. J'ai toujours connu son engagement pour le Mali et sa détermination pour défendre les droits de ces communautés, des populations qui le revendiquent. Et sa présence le 15 à la signature est quelque chose pour moi de très important. Je le sais, très patriote, malien, mais qui défend ses droits. Et ça, il l'a exprimé hier. Et je lui dis vraiment merci pour tout le courage. Et je souhaite aussi que les autres fassent la même chose parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est le Mali pour nous. Maintenant, pour ce qui concerne la situation, la recrudescence de l'insécurité, il faut savoir que depuis le 1er, nous avons assisté à des séries d'attaques, à des séries de viols, de vols, pratiquement dans tout le Nord. La question sécuritaire est au centre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'était pour mettre en cause le 15, amener les gens à revoir encore. Mais tout en se disant que, bon, la signature du 15 donne aujourd'hui droit au gouvernement du Mali, à toutes les parties qui ont signé, de créer les meilleures conditions pour le rétablissement de la sécurité et de la paix. Donc aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'État du Mali, du gouvernement, de son armée et de toutes les parties composées pour créer les meilleures conditions pour que la sécurité se retrouve. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle peut impacter? Non, l'accord est signé, c'est fini, c'est signé. Ceux qui ne sont pas venus, ils peuvent adhérer. Comme on l'a dit l'autre jour, ils sont les bienvenus. On ne reviendra pas pour un autre round. Pour revenir, c'est des frères, ils vont participer. Mais cela n'empêche que ce qui s'est passé à Bambara Moudé, certes c'est vrai, des militaires qui dorment dans une situation telle qu'on connaît, des gens qui arrivent et qui attaquent un poste, bon, d'autres qui viennent, qui sont là pour piller, parce que de toutes les façons, il y a beaucoup de voleurs. Et il faut reconnaître que ce n'est pas toujours des bandes organisées qui peuvent défendre. Ça peut être ce qui s'est passé à Gundam, à Bintagungu, à Ararous et tout ça. Donc, on pense qu'aujourd'hui, c'est une question de sécurité. Et ça, il est de la responsabilité du gouvernement du Mali, après le 15, dès aujourd'hui ou demain, de se rassurer que sur l'ensemble du territoire dans lequel ils sont, pour que la sécurité revienne.
Il faut que l'État se redéploie dans ces zones pour rétablir la sécurité. Ils ont mandat et ce n'est pas l'aménagement qui va faire ce travail à notre place. D'accord. Alors, nous avons un représentant du ministère de la Réconciliation à cette table, Ibrahim Achanga, du ministère donc de la Réconciliation et de la Reconstruction des villes du Nord. Monsieur Maïga, est-ce que vous comprenez donc ces attaques sur l'armée malienne et quelles réactions est-ce que vous avez? Aujourd'hui, qui veut la paix, il faut aller doucement. Et il y a à comprendre les aspirations des uns et des autres. Et au vu de ces aspirations, il faut aller doucement de manière à ce qu'il n'y ait pas de choc, mais à faire comprendre aux uns et aux autres que cette voie qui est tracée, c'est cette voie qui est la meilleure et que nous devrons tous suivre ensemble parce que nous sommes du même pays, nous sommes tous des fils de cette nation que nous devrons développer. Effectivement, ce qui arrive aujourd'hui, on comprend. D'abord, dans l'euphorie de la signature de l'accord de paix, on sait que souvent tous les groupes armés, et même peut-être au niveau de l'État, chacun cherche à se positionner de manière à ce que avoir un peu de la place, mais quand même on comprend, mais quand même il est important de respecter le cessez-le-feu qui a été dit. Et je pense qu'au niveau de l'État, en tout cas en ce qui concerne les forces armées et de sécurité, on a senti qu'il n'y a pas eu de violation de cessez-le-feu. Les groupes armés, les milices comme on les appelle, qui ont eu à violer le cessez-le-feu, ce n'est pas l'État malien en lui-même qui a violé le cessez-le-feu. Et jusqu'à présent, on reste respectueux de ce cessez-le-feu. Et c'est ce qui arrive. Ces paisibles gendarmes qui étaient couchés et qu'on vient froidement abattre, bon, nous ne pouvons que présenter les condoléances aux familles des disparus au nom de l'État malien, mais il est bon que nous tous aujourd'hui, qu'on sache, comme on le dit, raison garder, de manière à ce que vraiment des attaques de ce genre ne puissent pas se répéter. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter et notre site web sont à votre disposition pour réagir à ce que vous entendez, notamment à cette émission. Et si vous voulez, vous pouvez donc la réécouter sur notre site web. Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur l'accord de paix et ce qu'il vaut aujourd'hui sans la signature de la CEMA. Ataï Ag Mohamed, vous êtes membre du MNLA, membre également de la CEMA. Aujourd'hui, à quand peut-on estimer le temps qu'il faut aujourd'hui à la CEMA pour signer cet accord? Oui, moi j'aimerais d'abord que par rapport à votre sujet, que l'on puisse rectifier la question qui dit que la signature pas encore effective de la CMA, quand vous citez les MNRA, les SPIA, une branche du MAA qui n'a pas signé. Moi je pense qu'il faut mieux dire qu'il y a une signature mais sans toute la CMA, parce que jusqu'à preuve du contraire, la CPA qui a pas encore son président et l'essentiel de ses membres reste toujours au sein de la CMA. Il y a eu des individus, parce que la CMA, c'est une organisation qui regroupe plusieurs mouvements, pas des individus. Donc c'est la coordination des mouvements de la Zawad, pas la coordination des individus. Alors Mohamed Ousmane, qui a signé plutôt au nom de la CPA, il fait très bien, il est sur la table, il a été limogé de son poste quelques heures avant qu'il ne parte signer au nom de la CPA, de son poste de la CPA, pas de la CMA. Donc je pense qu'il faut le corriger. Donc la CMA n'a pas de touche signée à Bamako. Il y a des individus qui ont signé. Ça n'engage que la personne, c'est qui nous les encourageons. Peut-être qu'ils ont des raisons. Nous respectons les raisons. Cependant, la CMA justifie, reste encore en position de non-signature. Et le président de la CMA l'a dit à AG, que les paraphes sont différents de la signature et que nous signerons lorsque nous nous mettrons d'accord sur de nouveaux points.
Merci beaucoup Ataï Ag Mohamed. Alors nous retournons dans ce studio. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, que répondez-vous face à ce qui vient d'être dit par Ataï Ag Mohamed, membre de la Bien, CPA? merci d'abord le jeune frère. Je crois que je ne vais pas lui donner une réponse. Je vais diriger ce qui se passe. D'abord, pour rappel, le jeune frère, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, pour sa petite histoire, j'ai fait partie de ceux qui l'ont créé. Je fais partie d'ailleurs de celui qui a dit qu'il n'est pas question de fusionner les mouvements pour des raisons de diversité et que j'ai imposé les choix de la coordination. Je l'ai dit avec fierté. C'est Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun qui a imposé les choix des coordinations pour la simple raison qu'il n'était pas question pour nous que l'ensemble des aspirations de nos populations soient prises en otage par qui que ce soit. Maintenant, pour la question de la CPA, la délégation présente ici, je vous informe, je le confirme, elle est constituée par ma modeste personne qui la dirige, parce que c'est ma modeste personne qui a créé la CPA Hassil Biad le 18 mars. Allez-y voir les archives, avec l'armée, avec les 14-5, les 12-7, les modes, les réfugiés et tout le reste. J'ai fait des QGV secrétaire général au nom des communautés et des populations et des aspirations que je représente. Et la délégation qui est avec moi aujourd'hui est constituée du président de la cellule de la CPA dans le camp de Mbarra, qui est une très grande notabilité. Elle est constituée également de l'état-major de la CPA dans la zone ouest de Tombouctou. Elle est constituée également d'un des principaux responsables militaires de la CPA au niveau des régions de Gao et de Kidal. Ils sont là et c'est le principal officier de la CPA à la CTMS qui est à la MINISMA. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Il n'y a plus de CPA aujourd'hui en dehors de celle que j'ai eu l'honneur de représenter pour les bonheurs des populations et des communautés que je représente et que j'ai signé l'accord à Bamako le 15 mai. Il n'y a plus d'autres CPA en dehors de celle-là aujourd'hui. Je les valide, je le signe, je le confirme. Et personne ne prendra en otage ces mouvements parce que ces mouvements, il nous appartient. Ils représentent nos populations, leurs aspirations et aujourd'hui, il a des alliances. Merci beaucoup. Voilà la petite information. Il y a des alliances parmi même les autres mouvements de la CEMA. Aujourd'hui, il y a des alliances, il y a des sympathisants, il y a des gens qui félicitent, qui rejoignent parce qu'ils n'ont d'autres agendas aujourd'hui que le bonheur des populations. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Je rappelle que vous êtes membre de la coalition du peuple de l'Azawad. Alors ça, c'était pour un peu éclairer la lanterne donc, de nos auditeurs par rapport à cette situation d'exclusion du représentant de la CPA à cette signature le vendredi 15 mai à Bamako. Alors la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, estime aujourd'hui qu'il faut ouvrir d'autres volets de négociation pour qu'elle puisse signer de façon définitive donc cet accord de paix. Alors Firoun Maïga, qu'est-ce que cela signifie très concrètement? Oui, je salue mon frère Hataï, il me connaît très bien et je l'ai vu à Alger avec Mohamed Ousmane et je pense que c'est des frères, ils sont ensemble. Comme il l'a dit, chacun selon sa vision, sa pensée. Je reviens encore et je dis, bon, il faut un courage à toute chose. Voilà, il faut s'assumer aussi à un certain moment. Ce que je peux simplement dire, c'est que du début des pourparlers jusqu'au 1er mars, nous avons été à Alger, nous avons discuté, nous avons eu des compromis. Chacun en ce qui le concerne, que ce soit la coalition ou la plateforme, a pris le soin d'apposer, de faire ses propositions et de pouvoir défendre ses points de vue. Et la coordination et la CEMA. La coordination qui est la CEMA plus la plateforme. Alors, ce qui est le problème, aujourd'hui, nous étions convenus de paraffer et de signer. Nous avons paraffé et voilà qu'il y a quelques jours, ils ont paraffé 2 mois après. Mais ça, nous le comprenons dans le truc. Mais ce qui est clair, ce qui est très clair, et ça, il faut le dire à la CEMA, il faut le dire à... Nous sommes 3 partis, la plateforme, la coordination et le gouvernement. La médiation est là pour jouer son rôle. Je ne pense pas que la CEMA puisse, ou le gouvernement, que j'interpelle d'ailleurs parce que c'est ce que j'ai dit, il faut qu'on se dise, je ne pense pas que le gouvernement du Mali prendrait la responsabilité de discuter avec la CEMA d'un document sur lequel nous avons discuté, nous avons paraffé, qu'aujourd'hui nous autres là, nous avons paraffé.
y compris certains membres de la CEMA. Et qu'aujourd'hui le plaisir fasse que le gouvernement du Mali, parce que sous la pression de la communauté internationale, ou bien parce que la CEMA et même la communauté internationale veulent s'asseoir quelque part et faire leur dictat pour avoir, je serais très désolé, mais je serais très curieux de voir le gouvernement s'embarquer dans une fissure comme ça. D'accord. Alors donc, moi je dis simplement, la porte est ouverte, qu'il vienne et qu'il signe. Et s'il y a des débats, qu'on le fasse ensemble à l'interne. Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité, Firoun Maïga. Ataï, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Alors, Achanga, Ibrahim Achanga, vous êtes du ministère de la Réconciliation. Aujourd'hui, que répondez-vous à ceux qui estiment aujourd'hui qu'il faille ouvrir d'autres volets de négociation? Non, bon, comme il a été dit, allez-y, allez-y. Comme il a été dit, il ne s'agit pas d'ouvrir d'autres volets de négociation. Ce qui est clair, le document paraphé, un document signé, toutes les pages ont été paraphées. Donc, et la dernière page a été signée. Il ne s'agit plus de modifier le contenu du document paraphé. Maintenant, dans la mise en œuvre, c'est là où, justement, on peut faire beaucoup de choses. C'est là où on va faire les débats. On va élaborer des plans d'action pour la mise en œuvre de tout ce qui a été dit au niveau du document d'accord. Ça contient 4 grands chapitres. Ces 4 grands chapitres-là, on va les voir ensemble. Et on va voir comment on élabore un plan d'action qui considérera les actions à mener, le temps, le timing, les coûts financiers, les partenaires avec lesquels il faut le faire. Quand je dis partenaires, il s'agit de nous, les acteurs avec lesquels il faut travailler et avec les partenaires financiers et autres, etc. Donc, dans ça, c'est là où il y aura les débats pour pouvoir voir vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Donc, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on n'a pas compris, on peut le modifier par-ci, par-là. Je pense qu'on attend que nos frères arrivent, qu'ils signent le document, que ce soit un document consensuel, comme les uns et les autres l'ont dit. Ce n'est pas un document qu'on peut dire signé, mais c'est un document consensuel qui nous permet au moins d'avancer. Et dans cet avancement-là maintenant, on va voir au niveau des plans d'action et de la mise en œuvre ce qu'il y a lieu réellement de faire pour pouvoir faire avancer les choses. D'accord. Ouais, donc c'est comme ça que les choses se font. Le cantonnement, c'est tout un processus. Le désarmement, c'est tout un processus. Et la réinsertion, c'est tout un processus. L'élaboration d'un plan de développement, c'est tout un processus. L'élaboration même de la politique nationale de réconciliation nationale, qui ne concerne pas seulement que le Nord, c'est tout le Mali. Parce que quand on parle de réconciliation nationale, on a profité de ce problème, de cette crise du Nord, pour essayer de voir vraiment comment on peut résoudre l'ensemble des problèmes qu'on a au Mali. Vous savez, quand on prend au niveau entre le PSP et l'USRDA, il y a eu des problèmes. Il faut les réconcilier. Entre le régime de Moussa Traoré et l'USRDA, qui a fait chuter Modibo Keïta, il y a des problèmes. Entre les différents régimes. Etc. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Même quand on regarde même le salut au drapeau, aujourd'hui, il faut qu'on réconcilie les cœurs et les esprits de manière à ce qu'on sache que le drapeau national, c'est le symbole de l'État qui doit être respecté. Merci beaucoup. Donc tous ces aspects-là, ensemble, c'est ce qu'on appelle l'élaboration d'une politique nationale de réconciliation. Et surtout, on va élaborer ce qu'on appelle une charte nationale, une charte de réconciliation nationale. Merci beaucoup Ibrahim Achanga, vous êtes du ministère de la Réconciliation. Alors nous nous retournons vers Ataï Ag Mohamed qui est membre du MNLA, membre donc de la CEMA. Ataï, pourquoi demandez-vous d'autres négociations et quelles sont vos revendications pour signer de façon définitive cet accord de paix que le Mali a signé le vendredi? D'abord, j'ai bien écouté les autres interlocuteurs. Maintenant, je tiens à dire encore que tout en réitérant à qui voudrait l'entendre, parce que c'est ça la vérité, les gens peuvent faire des tapages, ils peuvent faire les G et les mois, et les centres du monde et les centres de cette question-là, on engage les personnes, on les respecte. Donc, tout en réaffirmant que la CMA, y compris car c'est la coordination du mouvement, n'a pas encore signé
ce document qui a été signé le 15 mai à Bamako, nous disons que nous sommes encore dans cette démarche. Et le discours de l'ensemble de la communauté internationale qui était à Bamako l'a démontré. Nous sommes dans le processus. Nous ne faisons rien de surprenant. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avions annoncé de façon sérieuse, de façon rigoureuse, et nous avions dit qu'après les paraphes, et c'est la condition du paraphe, parce qu'on a fermé pendant 3 mois sans parapher, et on a accepté de parapher sur des conditions qui ont été acceptées. Quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions à taille? Ces conditions est que des discussions se réouvrent sur certains points d'amendement que nous avions remis à la communauté internationale le 17 mars 2015 à Kigali. Quelles sont ces positions? Et dans ces amendements, vous les avez déjà vécus, il ne faut pas qu'on perde du temps sur ces questions que vous avez déjà relatées et qui ont été transmises à qui des droits, que Mohamed Ousmane sur la table connaît et M. de la Réconciliation connaît. Je pense qu'il faut très vite, c'est important. Que nos auditeurs veulent aussi comprendre à taille. C'est juste des éclaircissements qu'il faut leur donner. Si vous prenez le temps de la parole que j'ai pour vous dire des choses qui ont été déjà effectuées et que quand au fil du temps vous donnez la parole aux autres pour continuer à faire croire aux Maliens, parce qu'ils écoutent, ils ont de l'espoir que la paix a été établie entre les belligérants, c'est toujours typer le peuple. Il faut arrêter de typer le peuple. Le peuple a besoin de la paix. Comme l'a dit le ministre de la Réconciliation tout de suite. Il faut aujourd'hui que tout le monde, de façon sincère, de façon organisée et respective, joigne cet accord, mais tout en précisant des points, tout en se mettant d'accord. Et c'est comme ça que la mise en œuvre viendra. Alors, Ataï, encore une fois, quels sont ces points, s'il vous plaît? Le plus important de ces points, c'est la création d'une assemblée interrégionale qui apporterait un statut politique à cette région. Parce qu'un statut particulier, une forme de statut particulier, et aussi que pour les questions de sécurité intérieure. On l'a dit, il faut d'abord être clair, parce que cet accord-là, tout de suite, dès le premier, vous le lisez. Chaque partie peut l'interpréter à sa façon. Il est totalement flou. Il traite des questions plus détaillées que des questions dans la globalité. Parce qu'il traite des questions qui reviennent parfois, qui sont des prérogatives d'une institution, peut-être du ministère de l'Intérieur ou du ministère de l'administration territoriale. Ce sont des détails qui ont trop consommé l'intérêt de ce document-là. Donc il est flou pour chaque lecteur. Il y a certains agendas qui ne sont pas du tout applicables tout de suite. Quand on vous dit que l'armée malienne réorganisée doit être déployée dans 6 mois, mais monsieur, vous savez que c'est pas possible. Donc tout ceci ne peut pas être signé à ce stade. Donc il y a des éléments qui sont très importants, qui sont les tiges, c'est-à-dire les troncs de la paix. Il faut les discuter. Il faut les éclaircir. Merci. Alors, Ataï, juste une précision. Quels sont les points que vous avez cités et qui passent mal à Bamako? Non, nous ne pensons pas qu'il doit passer. Nous n'avions pas vu d'avoir un point. Parce que tous les points qu'on a cités peuvent être bien intégrés à partir de ce document-là. Parce qu'on l'a dit, ce document-là est une bonne base de paix. Il peut être utilisé. Il a des contenus nécessaires, mais il faut les travailler à partir de ce document. Donc, nous pensons que Bamako fait tout ceci parce que Bamako pense que le temps est à sa faveur. Bamako pense qu'au fil du temps, il fera comme il a fait avec Mohamed Ousmane, qu'il a tiré comme ça de la cheville. Alors aujourd'hui, à Taï, il y a certains points qui ne passent pas à Bamako et dont Bamako ne veut plus revenir. Est-ce que nous pouvons avoir ces points-là avec vous? Non, Bamako dit qu'il faut respecter l'intégrité du Mali. Nous la respectons. Bamako dit qu'il faut la souveraineté, bien sûr. Il faut la légalité, bien sûr. Il faut l'unité, bien sûr. Mais ce que nous proposons, les projets politiques que nous proposons, ne violent pas ces principes élémentaires. Est-ce que ces points politiques que vous évoquez s'inscrivent dans la régionalisation évoquée par Bamako aujourd'hui? Quelque part, sur certains sujets, oui. Mais quelque part, il y a lieu de discuter et d'éclaircir la question du statut politique de la région. C'est vrai que la régionalisation, c'est pourquoi je vous disais bien avant que ce document-là traite un peu les détails qui peuvent revenir les collectivités territoriales ou à un département de ministère ou à une institution, pendant que nous, on a besoin de savoir aujourd'hui que la question politique qui est à la base de toutes ces crises, de cette insécurité, de cette souffrance, soit traitée au niveau de sa racine politique. D'accord. Alors aujourd'hui, si on a une solution politique, on a les autres éléments.
Alors aujourd'hui, la composition des forces de sécurité donc, qui doivent défendre la zone que vous estimez s'étendre donc de Kidal à Tombouctou, est-ce que vous estimez que cette force doit être composée à 80% de combattants de la SEMA? Ça fait partie du mouvement, pas de la SEMA, mais de la Zawad. La SEMA, pas de la SEMA. La SEMA défend un idéal politique qui couvre un territoire. Il n'y a pas que des combattants de la SEMA. Il y a une population de diverses communautés. Et nous disons à Zawad, pas SEMA. Alors, nous disons 80% des populations qui occupent la Zawad, dans toute leur diversité, doivent occuper leur propre sécurité pour qu'ils se sentent vraiment citoyens. Parce que c'est cela qui manque à l'armée. C'est cela qui manque à la sécurité. Merci beaucoup. Ils se sentent comme des employés et non des citoyens. Merci beaucoup, Ataï. Je pense que vous n'allez pas vous plaindre aujourd'hui du temps que nous vous accordons. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani à travers les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais notre site web est également à votre disposition pour réagir face à ce que vous entendez, notamment réécouter cette émission, soit en direct ou bien la réécouter après si vous la ratez, donc à travers nos 20 stations partenaires répertoriées par l'URTL à travers tout le pays. Alors aujourd'hui, nous réfléchissons sur l'accord de paix. Que vaut cet accord justement après, sans la signature de la SEMA et après donc les violences qui ont comme bilan aujourd'hui 3 morts que nous constatons du côté de Bambara Maoudé à 100 km donc de Tombouctou. Bilan du côté de l'armée malienne qui a fait 3 victimes du côté des FAMA tôt ce matin, alors que l'agence France Presse attribue donc aux combattants de la coordination des mouvements de la Zawad. Alors, Ibrahim Achanga, vous voulez réagir par rapport à ce que Ataï a dit tout à l'heure? Oui. Mon frère Ataï. Ne vous adressez pas directement à Ataï, répondez. Je voudrais que... Oui, Ataï, s'il vous plaît. Ataï, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez entendu parler de l'ADN? Oui, j'écoute. J'ai dit, vous avez entendu parler de l'ADN? Ibrahim Achanga, Votre agence de développement là, que vous gérez avant là. Ataï, s'il vous plaît. Ibrahim Achanga. Je veux dire que c'est une agence qu'on avait créée et j'étais un peu l'auteur de la création de cette agence. On l'avait créée justement pour essayer de voir, parce que dans le code de collectivité, effectivement, l'ancien code de collectivité, on n'avait pas tenu compte de l'interrégionalité. C'est-à-dire que le code de collectivité va jusqu'au niveau des régions, mais on n'a pas fait quelque chose qui permet aux régions de pouvoir collaborer, travailler ensemble pour le développement de 2 ou 3 régions ensemble. Et c'est comme ça qu'on a créé l'Agence de développement des régions du Nord en disant pour les projets à caractère interrégional. Donc, quand il y a un projet de développement qui chevauche sur 2 régions, c'est justement au niveau de l'ADN que ce projet doit être exécuté. Et je comprends très bien, on a créé aussi ce qu'on appelle les syndicats au niveau des collectivités territoriales. Deux conseils régionaux peuvent travailler ensemble pour un projet commun qui appartient à deux régions différentes. Alors aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est peut-être ce que disait Ataï tout à l'heure. La SEMA est inscrite donc dans le processus et la SEMA n'est pas en dehors du processus. Ataï trouve que certains points de revendication du MNLA de la coordination se trouvent dans la régionalisation. Comment comptez-vous c'est pourquoi j'ai dit qu'ils viennent ensemble, on va élaborer, on va mettre en œuvre, élaborer ces plans d'action pour la mise en œuvre de ces accords. Et dans ça, on va débattre et on verra tout ce qu'il y a lieu de faire de manière à ce que ça puisse aller dans l'intérêt des populations de ces régions-là. Alors aujourd'hui, même pour l'intégration, quand on prend le pacte national, nulle part, je suis d'accord avec lui quelque part que ce n'est pas des combattants seulement de la SEMA. Parce que même dans le pacte national, il est dit les populations
les populations des personnes des régions du Nord. Donc quand on dit les populations des personnes des régions du Nord, il n'est pas dit spécifiquement que c'est pour les combattants à l'époque des MFIA. C'est l'ensemble des populations. Donc c'est de la même manière que c'est ce qui sera un peu reconduit. Et que, mais il faut que je voudrais que j'ai à côté de moi à taille pour justement nous permettre de pouvoir élaborer, mettre en œuvre, vraiment traduire tout cet accord-là en plan d'action et en activités concrètes qui pourraient être bénéfiques pour les populations de ces régions. Alors aujourd'hui, au moment où nous parlons, des tensions sévissent donc dans le nord du pays. Mohamed Ousmane Ag Mohamedou, vous êtes membre de la coalition du peuple de l'Azawad. Aujourd'hui, vous avez quitté donc la coordination des mouvements de l'Azawad. Aujourd'hui, comment est-ce que votre participation à la signature de l'accord de paix le 15 mai dernier se traduit sur le terrain? Merci. D'abord, la situation qui prévaut sur le terrain, à mon humble avis, elle doit s'arrêter. Et depuis notre signature de l'accord, les mouvements sont devenus lourds. Les mouvements ne se déplacent pas comme ils veulent. Parce que tout simplement, nous avons une forte présence aujourd'hui militaire qui est engagée dans la paix. Parce que nous avons compris aujourd'hui, nos populations ont compris. Pour la petite histoire, comprenez que ma modeste personne, en venant signer, je viens du terrain, je viens des bases, je viens des camps de réfugiés, je sais ce qui se passe, je sais quel mandat je porte, je mesure la valeur, l'importance du message avec lequel je viens. Et ils le savent, tout le monde le sait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a l'histoire qu'il ne faut pas oublier. Nous avons reconquis ces territoires en 2012. Il faut qu'on soit honnête avec nous. Nous l'avons reconquis en 2012 jusqu'à Douanza. Moi, j'étais à Gao. Je fais partie du premier gouvernement du MNLA. Je fais partie du second gouvernement du MNLA. J'ai fait partie de la cheville ouvrière qui a fait la feuille de route, la feuille de route à Tunis, à Nouakchott, tout ce qui est fait au MNLA, je suis la cheville ouvrière. Je sais de quoi je parle. Il faut qu'on soit honnête. Le territoire a été conquis. Bien que moi, je ne suis pas militaire, en tout cas, politiquement, j'ai travaillé, les hommes ont conquis les territoires. Mais on n'a pas été capable de les garder. Après, on s'est retrouvé où? On s'est retrouvé où après? Mais il faut qu'on soit honnête. On a dit qu'on représente les populations. D'autres forces sont venues occuper. Les islamistes, les djihadistes, les terroristes sont venus occuper. Le monde nous a observés. Nous avons apporté la preuve qu'on a conquis un territoire, on n'a pas été capable de le garder. Il faut qu'on soit honnête avec nous. Maintenant, d'autres occupent en dehors même des Maliens, des Famas, de nous-mêmes. D'autres sont venus. Les territoires occupés par les Chinois, les Français, les Hollandais, les Burkinabés, le monde entier. Mais il faut qu'on soit honnête avec nous. Quel territoire on va conquérir aujourd'hui? Est-ce que ces populations aujourd'hui, il n'est pas temps d'abréger leurs souffrances et d'aller à la réalité? Les dernières lettres que nous avons signées au nom de la CMA, la dernière qui dit que la CMA accepte de parapher et de signer avant de signer à condition qu'il y ait des explications et des clarifications par rapport à un certain nombre de points. Les mots ont leur valeur. Pour la CPA, la seule différence de la CMA, c'est que pour la CPA, il n'y a pas de différence à clarifier, à expliquer avant de signer, qu'à clarifier, à expliquer après la signature. Ça, c'est tellement clair. Il n'est pas dit dans la lettre qu'on doit négocier. Ça a été clair que c'est forclos la négociation. On l'a compris depuis longtemps. Le monde l'a endossé, les Nations Unies l'ont endossé. Et il ne faut pas qu'on pense aussi qu'on est le nombril du monde. Les autres ont leurs intérêts aussi dans ce que nous appelons aujourd'hui population de l'Azawad, espace de l'Azawad. Les autres aussi ont leur intérêt là-dedans. Il faut considérer ça. Et sur le Mali, on a reconnu qu'il est indivisible. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Donc ce que je veux dire, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment donné où il y a un résultat extrêmement important. Il s'appelle la régionalisation. C'est une forme d'autonomie complète. Et je pense que tous les experts ont dit... Pour toutes les régions du Mali. Pour toutes les régions du Mali. C'est une autonomie complète. Si autant il est vrai que c'est la libre administration, l'autonomie des populations que nous cherchons, c'est un acquis aujourd'hui. Il nous appartient de nous inscrire là-dedans, de les travailler, de mettre les hommes qu'il faut pour que les réformes nécessaires qui puissent permettre cela de façon réelle sur le terrain soient là. Alors, maintenant, je viens. La question de désarmement qui fait peur aux gens. C'est ce qui fait peur aux gens. On pense qu'on signe l'accord, on vous désarme demain. Non, c'est un processus. On dit qu'on met en place la CTS.
La CTS va réfléchir au mécanisme, elle va définir les calendriers. Mais c'est des hommes qui sont là, ils travaillent, ils réfléchissent. C'est extrêmement important que les gens se le savent. Ce n'est pas l'histoire de MP23. Au contraire, c'est quand on ne signe pas qu'on se retrouve avec les affaires de désarmement forcé et tout ce que ça suit. Et les populations, je dis, je le confirme, elles veulent la paix aujourd'hui. Elles sont dans cette dynamique, elles veulent s'engager. Et le plus urgent possible, cet accord doit commencer dans sa phase mise en œuvre avec les partis déjà qui l'ont signé et les autres, la porte est ouverte. Alors aujourd'hui, certains observateurs, merci beaucoup Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la coalition du peuple. Alors Ataï Ag Mohamed, beaucoup d'observateurs estiment aujourd'hui que l'ACEMA n'est pas dans la logique de signer cet accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces observateurs? Bon, d'abord, à titre d'éclaircissement, le débat ne tourne pas autour des Ataï, ça tourne autour d'une politique très importante. La seconde chose, c'est que je n'ai pas dit sur votre honte que la régionalisation est une solution. J'ai dit que dans la régionalisation, c'est déjà un pas. Il y a des éléments qu'on y trouve, mais il faut les clarifier. Si on me parle de chaque région avec un système de tenue, moi j'appellerais ça, en tant que quelqu'un qui a beaucoup lu ce document, expliqué partout dans le monde, et qui en a parlé avec des experts partout, ce document, il y a bien sûr des avancées significatives. C'est pourquoi on a dit que c'est une base pour faire un accord de paix global. Maintenant, il apporte peut-être une autonomie à des régions, mais attention, une autonomie économique non privée, parce qu'ici, c'est comme si le gouvernement est en train déjà de préparer, c'est comme si on prend un espace, on en fait des immeubles qu'il faut louer à des privés. Donc c'est comme si c'est une autonomie économique privatisée qui se prépare. Donc ici, les populations et la loi ne sont pas assez. Si on ne met pas des accessoires politiques, des garanties politiques, des garanties politiques bien sérieux, on risque. Et nous les perdre la liaison est mauvaise à taille. Allez-y. Je pense qu'elle est rétablie maintenant. Allez-y. Alors, oui, je disais, on revient à la question. Ce qu'il y a, c'est que nous, ceux qui pensent que nous n'avions pas la volonté de faire la paix, parce qu'ils disent juste par propagande. Sinon, tout ce qu'on a fait comme concession depuis le début jusqu'ici, et tout ce qu'on a dit et de façon franche, de façon sincère, avec les différents interlocuteurs, prouve déjà à point combien nous avions vraiment la volonté de faire la paix. Mais il ne faut pas que ce soit la paix des lettres, il faut que ce soit la paix des faits, la paix des actes. Merci. La paix qui peut vraiment être celle qui veut les populations. Celle-là, elle se trouve dans une réponse politique courageuse. Merci beaucoup, Ataï. Il est 18h58. Je ne vous coupe pas, mais il est 18h58. Afiroun Maïga, pour nous expliquer juste en 2 mots cette question qui fait tant peur, le désarmement. Oui, mais je pense que Mohamed Ag Ousmane vient de dire le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, c'est des processus. Et je pense que le document de l'accord cadre, dans ses annexes, le stipule réellement. Il n'y a pas à avoir peur, parce que c'est un processus qui va se mettre en place et qui ne peut se mettre en place qu'avec des ressources humaines qualifiées, compétentes. Mais le désarmement, c'est de la responsabilité de l'État malien. Il n'y a pas une autre composante comme la MINUSMA qui peut se substituer à l'État malien pour mettre en œuvre. Et c'est pour cela que je suis un peu étonné. Je me demande si Ataï a participé, parce que je loue ce qu'il a dit. Nous avons été les cadres intellectuels qui ont élaboré ce document. Merci beaucoup, Firoun. Je suis désolé de vous couper, mais c'est la fin donc, de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, une émission qui réfléchissait sur l'accord de paix et ses violences qui ont fait ce matin 3 morts du côté de l'armée malienne. Voilà, une attaque qui a été attribuée par l'agence France Presse aux combattants de la CMA. Donc, c'était la fin. C'est la fin de cette émission, une émission qui regroupait 4 invités. Firoun Maïga, spécialiste des questions de sécurité, Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coalition du peuple de l'Azawad, qui était donc vendredi dernier au Centre international de conférence de Bamako pour la signature de l'accord de paix définitif entre le gouvernement du Mali et le groupe armé. Ataï Ag Mohamed était également avec nous. Il est membre du MNLA et membre de la CEMA. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré et Assam Maïga ont réalisé cette émission. Salim Douara était à la technique. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Et tout.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.